Salam alaikum, marhaba bekoum, Anna, donc bienvenue à l'ouverture de la 8e édition du Congrès africain des déficits militaires. Donc je laisse la parole au stade Bosfira pour vous introduire la session. En français, ensuite en français, et je reprends donc. Bienvenue au Congrès africain des déficits militaires. Comme vous le savez, chaque 2 ans, le congrès est organisé, mais une fois dans un pays francophone, et ça va être le français principal language, et une fois dans un pays anglophone, et ça va être en anglais. La prochaine session sera au Kenya, et la présidente est Anne Barassa. Je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais remercier tous les sponsors, et je voudrais vous dire que nous avons un symposium très important à 16h sur l'enjeu des héréditaires. Ensuite, il y aura la cérémonie d'ouverture à 16h50. Très importante cérémonie. On va rendre hommage à 2 patrons militaires qui nous ont quittés et où il y aura une troupe folklore marocain qui va faire 2 petites chansons. Ensuite, il y aura la session, la dernière session, session 3. Bienvenue, et je donne la parole au Dr Leila Jiten, la présidente de l'African Society for Primary Immunodeficiencies, pour la version anglaise. Okay, welcome to the 8th edition of our biennial meeting of ASID, African Society for Immunodeficiency. And I'm so happy to welcome you again in Morocco after 15 years. So 15 years ago in Casablanca, in the Faculty of Medicine, Aziz was born. And that's why it was important for me to welcome you back and to celebrate our 15 years with the term growing up with an IEI in Africa. We now go for the Aziz School. That is a tradition for all our meeting. This educative session is really aimed to the non-initiated physician, and I hope it will be a good learning base for you. And then we have today we have a symposium on hereditary angioedema with the cooperation of partner the HAEI Society Foundation. Is it? Okay, and then the opening ceremony, and we all welcome to the opening ceremony and the opening lecture on transition of care from pediatric to adult disease, and of course the dinner cocktail that will follow up. So welcome and enjoy your congress with us. Tu leur dis, on commence la session. Je donne la parole au professeur Edmond, vice-président. C'est toi. Ok. Ok, donc nous allons commencer la session de l'école de Azid, et je remets la parole à professeur Abdelkassem, président de la session. Merci Madame la Présidente, merci tout le monde. Nous remercions les organisateurs de ce 8e congrès d'Azid. La première session va être consacrée à la formation de base en déficit immunitaire primitif, pour évoquer comment diagnostiquer puis traiter. Les modérateurs de cette session seront composés de Monsieur le professeur Admo, Madame le professeur Ben Hussein, Madame le professeur Sidat et moi-même, le professeur Abil Qasim. Pour commencer, on va commencer par la première communication. C'est les clés du diagnostic clinique des erreurs innées de l'immunité, clinical clues to suggest and innate error of immunity. How to explore and how income sitting. I apologize my English. J'appelle le professeur Maroufou, Joul Alaou. Professor Maroufou Joul Alaou is a professor of pediatric and genetic, head of the preventive pediatric and medical genetic unity, University Hospital, the Mother and Child, Langue Cotonou. It's also head of pediatrics unity of CHU Mel de Cotonou, head of teaching and research unity in pediatric at the Faculty of Health
sciences de Cotonou. À vous la parole, professeur. Merci. Merci à toute l'assistance. Merci aux membres de la modération. En tenant compte de Maître Média, je voudrais sincèrement remercier l'organisateur pour m'avoir invité à ce 8e congrès de l'ASID. Remercier un grand merci spécial au Stade Bousfiha pour tous les efforts fournis depuis 2008 jusqu'à ce jour, toujours infatigable pour que les déficits immunitaires soient connus et que les enfants ou les personnes atteintes soient prises en charge. Merci à tout le monde. Donc, on m'a demandé de parler un peu des clés de diagnostic des erreurs innées de l'immunité. Je dirais en introduction que les erreurs innées de l'immunité sont un groupe de maladies qui sont pour la plupart d'origine génétique et qui entraînent des mutations qui mettent en difficulté la capacité du système immunitaire à lutter contre les pathogènes, à réguler l'auto-immunité et à moduler l'inflammation. C'est un groupe de maladies. Aujourd'hui, quand on voit la mise au point, la dernière mise au point de l'IUIS, nous sommes autour de 485 maladies différentes, donc pas moins de 500. Et comme vous le verrez plus tard, certaines peuvent mettre en jeu le pronostic vital et parfois entraîner des décès. Donc c'est pour cela qu'il est très important que tous les agents de santé soient sensibilisés à cette thématique pour que nulle part dans le monde un individu atteint ne meurt, ne perd la vie. Et donc, pour parler réellement des erreurs innées de l'immunité, voyons rapidement ce que c'est que l'immunité en lui-même. L'immunité est un système organisé qui nous protège contre les infections. Pas que les infections, on verra plus loin, mais s'il y a une chose à retenir, c'est la protection contre les infections, les agents pathogènes, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites qui nous entourent et qui peuvent de temps en temps pénétrer notre organisme et causer des infections. Le système est organisé, on va dire globalement, en deux grandes parties. Il y a une partie innée et il y a une autre partie qui est adaptative et qui permet de générer plein de cellules, plein de substances qui essaient de lutter contre les envahisseurs. Bon, on verra plus loin après les organes, les cellules, les substances de l'immunité. Donc, en gros, quand on prend le système immunitaire, il lutte contre les infections, mais parfois ça peut gérer les allergies, l'auto-immunité, les inflammations, parfois même déterminer des plaines de cancer, comme on le verra un peu plus loin. Et aujourd'hui, on a globalement 10 groupes de déficits immunitaires. Selon la dernière classification, je ne les cite pas, vous les verrez tout au long on reviendra un peu tout au long du congrès. Et quand on voit les déficits, les erreurs innées de l'immunité ou les déficits immunitaires primitifs, on va s'habituer un peu au thème après. Donc, la principale présentation, la manifestation qui peut attirer l'attention, ce sont les infections. Les infections par rapport à leur siège, les localisations, par rapport à leur récurrence. Une infection qui est traitée, qui disparaît, qui revient, par rapport à certains pathogènes qui sont parfois
des signatures d'un déficit immunitaire par rapport à la réponse au traitement, notamment l'utilisation d'antibiotiques par voie parentérale sur de longues durées, 1 mois, 2 mois. Ça veut dire que le système immunitaire pose probablement un problème. On verra aussi par rapport aux âges auxquels ces maladies s'expriment très tôt dans la vie, un peu plus tard ou très tard pour d'autres formes de maladies. Il faut voir aussi par rapport à ces infections les autres manifestations associées, notamment l'allergie, le retard de croissance, notamment dans le monde pédiatrique, les enfants qui ne grandissent pas, qui sont traités pour malnutrition, qui sont réhabilités, qui ne récupèrent pas. Il faut penser à un déficit immunitaire. Les fièvres au long cours, les signes inflammatoires, qu'il n'y a pas de germes identifiés, sans oublier aussi l'histoire familiale, les familles dans lesquelles on a des décès en bas âge, des enfants qui sont décédés en période de jeunes nourrissons, plusieurs cas de décès dans des états fébriles ou en présence de détresse respiratoire. Il faut penser à un déficit immunitaire primitif et on verra plus tard un peu tout ce qu'il faut faire. J'avais dit tantôt que nous avons 10 groupes de déficit immunitaire. Mais au lit du malade, pour les cliniciens, pour les débutants, on peut garder 4 groupes principaux qui ont été proposés par le professeur Bousfika ici. Donc, c'est les déficits en cellules. Quand on n'a pas de cellules, tous ceux qui s'intéressent au VIH savent de quoi je parle. Il n'y a pas de CD4, il n'y a pas de CD8. Donc, et ça, dans ce cas-là, il y a l'âge d'installation qui est une signature entre 3 mois et 6 mois, lorsque l'enfant commence à perdre la protection maternelle. En ce moment, les problèmes de santé s'installent. Il ne grandit pas, il fait une fièvre, il fait une diarrhée au long cours, il a un muguet qui est persistant. Et quand on fait parfois une radio, on a des lésions interstitielles. Et ça doit faire penser à un déficit immunitaire, notamment au SCID, au déficit immunitaire combiné sévère. C'est-à-dire que l'enfant n'a ni de cellules T, ni de lymphocyte T, ni de lymphocyte B. Ça devient un boulevard où toutes les infections opportunistes peuvent proliférer. Le second groupe, c'est le groupe des déficits en anticorps. Il n'y a pas d'anticorps. Donc, on n'a pas d'anticorps. Les manifestations s'installent au bout de 6 mois après qu'on ait perdu les anticorps transmis massivement par la mère. Et en ce moment-là, c'est 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Et là, je pense que pour ceux qui ont commencé à s'intéresser au déficit immunitaire, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas louper. 2 pneumonies chez un enfant dans une même année, jusqu'à preuve du contraire, un déficit immunitaire en anticorps. Et que surtout quand vous avez une bronchiectasie, il n'y a pas, chez l'enfant, il n'y a pas 2 choses qui donnent bronchiectasie en dehors de la mucoviscidose, par exemple. C'est jusqu'à preuve du contraire, un déficit immunitaire en anticorps. Et il y a des manières simples pour les confirmer. Vous verrez ça dans une autre présentation. Et la maladie la plus fréquemment liée au déficit anticorps, c'est la maladie de Britton. La gammaglobulinémie, il y a la forme liée à l'IS, et après, il y a la forme récessive sur laquelle on pourra revenir tout au long de ces journées. Et l'avant-dernier groupe, c'est le groupe de déficits liés aux phagocytes. Quand l'enfant n'a pas de granulocytes, souvent chez les nouveau-nés, ils ont des abcès profonds. Tout abcès profond du foie, du poumon, jusqu'à preuve du contraire, doit faire évoquer un déficit immunitaire. Et souvent, c'est des neutropénies sévères ou des granulocytes septiques chroniques. J'attire l'attention de ceux qui
qui prennent en charge les enfants atteints de tuberculose. Il y a beaucoup d'enfants qui ont une granulomatocyte chronique, qui sont traités pour tuberculose des années sur des années, notamment dans les formes osseuses. Donc, parfois, quand on fait quelque chose qui ne marche pas, il faut savoir s'arrêter, se demander est-ce qu'on a vraiment le bon diagnostic et faire les bilans qu'il faut pour essayer de trouver le diagnostic, parce qu'il y a des traitements, dans certains cas, il y a des traitements qui peuvent changer le cours de la vie de ces enfants. Et après, il y a certaines formes qui sont liées à des tableaux cliniques bien connus. Bon, on peut rencontrer après 2 ans de vie. Quand vous avez une ataxie, une cholangioplasie et un certain nombre d'autres symptômes comme hypocalcémie, anomalie cardiaque ou les malformations tourno-troncales qui peuvent faire évoquer une ataxie cholangioplasie ou une maladie de Digeorge. Je peux travailler en néonatologie, connaître bien. C'est donc ce regroupement en 4 différents groupes permet de commencer par s'initier au déficit immunitaire avant d'aller vers les anciens 9 groupes qui sont maintenant 10 groupes à la dernière classification. Comme je le disais tantôt, le plus emblématique, ou la présentation la plus emblématique du déficit immunitaire, c'est le déficit en anticorps qu'il faut savoir diagnostiquer. C'est souvent un garçon qui vient dans son histoire, il vient pour des respiratoires avec fièvre, il a des infections respiratoires, pneumonie, des otites à répétition, de temps en temps des infections cutanées. Et quand on fait l'examen, on voit que cet enfant a une pneumopathie chronique. Et quand vous faites les explorations à l'imagerie médicale, vous avez une bronchectasie ou parfois des pansinusites, et cela doit évoquer le déficit en anticorps. Et pour ça, après, il y a des examens à faire sur lesquels le procès Gérila va revenir. La deuxième forme qu'il faut garder aussi, c'est le déficit en cellules T et B, un déficit combiné. Toujours s'installe entre 3 et 6 mois. Il y a parfois une notion de consanguinité, beaucoup de décès dans le bas âge, dans l'histoire de la famille, histoire de décès avec bronchopneumonie, diarrhée, fièvre au long cours. Et quand on les examine, ce qui frappe surtout dans ces cas-là, 2 principales choses, un retard de croissance important, une émaciation pour ceux qui s'intéressent à la nutrition. Donc l'enfant mange pareil, ce n'est pas un plein de... L'enfant mange, mais il ne grandit pas. Parce que l'énergie générée est utilisée pour combattre les infections opportunistes et non pour grandir. Et vous avez aussi un muguet qui est très fourni, floride, parfois qui s'étend vers l'oropharynx. À la radio, vous avez une pneumonie interstitielle qui est un marqueur de ce genre de déficit. Et là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir, les différentes formes. T-, B-, T-, B+, NK+, NK-. On verra tout ça là dans les jours à venir. Parfois même, il y a des formes de déficit immunitaire avec une sensibilité à un seul gène qui est transmis de façon héréditaire avec toutes les formes possibles. Autonomie récessive dans le premier cas, autonomie liée à l'IS dans le second cas, et parfois autonomie dominante. Et ça, vous avez le groupe de Casanova et de Jean Abel qui travaillent beaucoup sur ces formes-là, qui sont des... l'enfant n'est perturbé par un seul pathogène lié à une mutation précise et dès qu'on découvre ça, on prend en charge et tout rentre dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est très important d'établir l'arbre généalogique. Chaque fois que vous voyez un enfant qui a un problème sévère, d'établir l'arbre généalogique, ça peut aider à trouver une solution au problème de l'enfant. Je pense qu'on ne peut pas faire cette communication sans rappeler
un peu ces 10 signes qui ont été proposés par Jeffrey Model Foundation. C'est un couple des États-Unis qui travaille, fondation qui travaille dans les déficits immunitaires et qui font beaucoup. Ils ont eu des cas un cas familial qui a fait naître leur vocation. Ils font beaucoup de choses. Ils ont proposé 10 signes qui permettent de penser au déficit immunitaire. Donc ces signes-là, ceux-ci ont été adaptés de ce qu'ils ont proposé. Donc, dès que vous avez un enfant qui a, dans une année, plus de 4 infections, notamment au titre moyenne, aiguë, plus de 4 fois dans une année, ça équivaut à un déficit où le tout des infections équivalent à un déficit immunitaire jusqu'à preuve du contraire. Il faut l'évoquer. On le verra plus loin que le diagnostic de déficit immunitaire est clinique. On verra qu'il y a des cas dans lesquels on a des signes patents et le bilan biologique n'est pas en faveur. Donc, il faut retenir que le diagnostic est d'abord clinique. La plupart du temps, 95%, la biologie est contributive, mais elle peut être prise à défaut. Donc, les cliniciens doivent regarder son sens clinique pour dire que ce cas est un déficit immunitaire et proposer un traitement et plus loin, la recherche continuera. C'est comme ça qu'on découvrira de nouvelles classes. Donc, quand vous avez plus de 2 infections de sinusite dans une année, il faut penser à un déficit immunitaire. Un traitement antibiotique qui dit plus de 2 mois doit faire évoquer, et qui n'a pas de résultat, doit évoquer un déficit immunitaire. On avait dit, je l'ai dit tantôt, plus de 2 pneumonies dans une année chez un enfant équivalent à un déficit immunitaire. Tout état de croissance, notamment des émaciations, on fait les rapports poids, taille, que l'enfant est à -3, en dessous de -3 déviation standard, on fait la réhabilitation, l'enfant ne grandit pas, pour penser à un déficit immunitaire. Les infections récurrentes profondes de la peau, des organes profonds, les abcès hépatiques, il faut penser à un déficit immunitaire. Les candidoses orales persistantes, pour toute infection mycosique qui persiste, doivent faire évoquer un déficit immunitaire. Les besoins en antibiotiques par voie intraveineuse. La septicémie, on sait aujourd'hui que dans le monde, il y a beaucoup de cas de septicémie avec des gènes résistants. Il ne faut pas oublier les déficits immunitaires. Et toutefois, dans tous les cas où il y a des décès en bas âge dans une famille, de petits enfants qui meurent sans raison et qui a un déficit et qui a une sorte de consanguinité pour penser à un déficit immunitaire. Je rappelle au passage du travail que j'ai eu à faire avec Oussas Boussouka et le professeur Hilal, quand j'étais de passage à l'unité d'immunologie clinique de l'hôpital Ibn Roche, pour montrer un peu qu'il y a une corrélation entre la présentation des malades et leur déficit, le type de déficit. Et il y a ce travail aussi qui est intéressant, qui est sous presse, qui a été fait par le groupe de ESID, dans le groupe européen de déficit immunitaire, qui ont montré que la plupart du temps, ce sont les infections, de 60%, qui font venir les enfants pour des cas de déficit immunitaire. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les organes qui sont en contact avec l'extérieur peuvent être, lorsqu'il y a des problèmes au niveau pulmonaire, au niveau cutané, au niveau digestif, il faut penser à un déficit immunitaire. Mais pour terminer, comme je le disais tantôt, il n'y a pas que les infections. C'est vrai, on a vu là que c'est les infections, mais aussi il y a d'autres choses. Les enfants qui ont traité pour allergie, ça ne marche pas, pour un déficit immunitaire. Les cas d'auto-immunité, sans raison, c'est lié à un déficit immunitaire, sans oublier les états inflammatoires que certains enfants peuvent présenter, qui est au long cours, qui dure. Pensez à un déficit immunitaire. Donc,
chaque fois que vous avez un enfant qui pose un problème sérieux, voilà, sérieux, serious, ou on va dire sévère pour moi, tout état sévère, tout cas persistant, vous traitez, ça disparaît, ça revient. Tout cas qui n'est pas habituel, unusual, ce que vous n'avez jamais vu, vous découvrez chez un enfant un tableau battant, provoquer une difficulté, et notamment quand c'est récurrent, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Toujours penser à un déficit immunitaire et demander des explorations pour arriver à faire le diagnostic et mettre un traitement, parce qu'il y a des traitements, ça existe. Je terminerai par cette dia. Je remercie sincèrement le professeur Bousfiha, même si on a encore du travail à faire par rapport au E-Progress, les 10 commandements pour faire face à un déficit immunitaire. Je pense que si on peut trouver des copies à distribuer aux participants, ce serait bon. Pour chaque fois que vous avez un problème qui vous paraît bizarre, que vous évoquez un déficit immunitaire, commencez toujours par faire une sérologie VIH et après vous avez les différents cas qui vous orientent vers déficit en anticorps, déficit en cellules, déficit en phagocytes et déficit en d'autres types de déficits. Donc, je terminerai par là, tout en remerciant toute l'assistance et le comité d'organisation. Merci, professeur. Merci, professeur Alaoud, de la qualité de votre présentation. Mesdames et messieurs, je vous informe que nous avons avec nous, dans la modération, le professeur Membela de Gabon. Bonjour, monsieur Membela, si vous m'écoutez, soyez le bienvenu. Madame Membela du Gabon, soyez la bienvenue avec nous. Donc, si vous avez des questions ou bien des commentaires, on vous donnera la parole à la fin de la session. Donc, pour présenter le deuxième conférencier, je donne la parole à monsieur le professeur Admo. Merci, cher ami. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À mon tour de féliciter Sebo Sfiha et toute l'équipe, les fourmis travailleuses pour cette orchestration de 8e édition du Congrès Azid, jumelé à la Congrès national de la MSPD. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de présenter le professeur Al-Bakouri. Jalil Al-Bakouri est professeur d'immunologie à la faculté de médecine de Casablanca. Il est chef de service du laboratoire d'immunologie Sachi Ibn Rushd. Il est également professeur associé à cette prestigieuse université Mohamed VI comme directeur de spécialité de biologie. Donc il va enchaîner après cet aperçu clinique sur la classification, les signes d'appel, qu'a brillamment présenté notre collègue professeur Alaou. Donc il va enchaîner sur la démarche diagnostique essentiellement immunobiologique. À vous la parole, chers collègues. Merci, professeur Edmond. C'est un réel plaisir d'être ici dans cet amphithéâtre et de présenter cette conférence à la société Azid, car depuis 2019, on ne s'est pas vraiment réunis physiquement. Je suis chargée de vous présenter en 20 minutes, chose qui est un peu compliquée, l'exploration des déficits immunitaires, ou ce qu'on appelle actuellement les erreurs innées de l'immunité. Je ne sais pas pourquoi mes diapos ne s'affichent pas. En tout cas, comme l'a bien présenté le professeur Alaou, les déficits immunitaires sont en nombre de plus en plus important. De manière actuellement, on recense plus de 500 déficits immunitaires ou erreurs innées de l'immunité. Et avec les évolutions des technologies, maintenant on avait la cytométrie en flux qui nous paraissait compliquée, maintenant il y a la cytométrie spectrale. Donc à chaque fois on entend de nouvelles technologies qui nous donnent l'impression que l'exploration est très compliquée. Alors qu'avec des méthodes simples et basiques, on peut déjà être très bien orienté par rapport au diagnostic de ces patients. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est une stratégie d'exploration qui est adaptée à notre contexte. Nous sommes des pays à ressources limitées. Et donc, cette stratégie, c'est à travers des publications, et surtout des publications et des recommandations, mais aussi des publications de personnes de terrain, d'experts du terrain. Donc, je me suis surtout basée sur 2 articles, ceux de professeur Alaou et de professeur Admou, parce que d'ailleurs, je n'ai pas trouvé d'autres articles qui parlent d'exploration dans les pays, chez les pays à faibles ressources.
Donc, avant de commencer à explorer, c'est bien d'être orienté. Et l'orientation, comme l'a bien expliqué le professeur Alaou, c'est une orientation clinique. Donc, il faut une orientation clinique qui se base déjà sur quel est l'âge du patient. Parce ce qu'on va évoquer chez un nouveau-né n'est pas ce qu'on va évoquer chez un adulte. Le sexe, est-ce qu'il y a des signes associés? Parce que c'est vrai que l'infection, c'est la principale symptomatologie, c'est l'infection. C'est des patients qui, comme l'a bien précisé professeur Alaou, il y a de l'auto-immunité, il y a des associations syndromiques. Est-ce que le patient a des radios et aussi il y a la microbiologie. En fonction du type de germe, on pourrait être orienté vers une anomalie de la réponse immunitaire. Et je pense que mes étudiants, j'insiste surtout sur ça dans mes cours. Et je leur dis, quand vous avez un germe extracellulaire, c'est les anticorps. C'est une atteinte de la réponse humorale. Les germes intracellulaires, c'est plus de la réponse cellulaire. Donc, quand on a de la microbiologie, ça nous aide. Mais c'est vrai que c'est pas toujours disponible et on n'a pas toujours les résultats microbiologiques. Donc après, on passe à éliminer un déficit immunitaire secondaire parce que c'est important, c'est le plus fréquent. Les déficits immunitaires secondaires sont beaucoup plus fréquents que les déficits immunitaires primitifs ou des erreurs innées de l'immunité. Et pourquoi je mets ça, même s'il y a de la clinique, mais c'est surtout pour insister sur le fait qu'il faut faire une sérologie HIV avant de commencer une exploration qui est lourde. On ne peut pas passer à des numérations de population cellulaire, à des tests immunologiques lourds, sans avoir réalisé une sérologie HIV. Ce n'est pas fréquent, surtout qu'en pays subsahariens. Même chez nous, l'infection par le VIH est fréquente et elle est présente. Donc il faut d'abord une sérologie HIV avant de commencer une exploration immunologique. Et donc, quand on va commencer, on va évaluer deux choses. Les cellules sanguines du patient et aussi sa production d'anticorps. C'est des choses qui peuvent être simples, réalisées de manière simple par nos bilans de routine. Par les bilans de routine, donc je vais essayer de sortir juste le pointeur. Des fois, c'est plus simple. Donc, vous avez l'hémogramme, qui est un bilan routinier que nous réalisons dans tous nos laboratoires. Et vous allez voir, on va voir ensemble qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut avoir à travers l'hémogramme. Et aussi pour la production d'anticorps, on peut, en fonction des moyens qu'a nos patients qu'ils ont, on va passer par une électrophorèse ou un dosage d'immunoglobuline. Donc d'abord l'hémogramme. Ça, c'est juste un avant-goût. Vous aurez une séance très détaillée avec Madame Azab, c'est bon, merci. Vous avez une conférence avec professeur Aoukesh qui va vous présenter les anomalies de l'hémogramme dans les déficits immunitaires primitifs. Moi, je vais juste vous donner quelques idées par rapport à l'hémogramme. D'abord, l'hémogramme, qui est la numération formule sanguine, il faut l'interpréter en valeur absolue. Nous avons encore, malheureusement, dans nos laboratoires, il y a certains labos qui donnent des valeurs normales par pourcentage, et ce n'est pas en pourcentage qu'on interprète une formule leucocytaire, mais c'est en valeur absolue. J'ai commencé par la formule leucocytaire parce que quand on a une suspicion de déficit immunitaire, c'est la première chose qu'on regarde. On ne regarde pas les rouges, on ne regarde pas les plaquettes, on saute sur les blancs, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a. Donc, interpréter en valeur absolue et en fonction de l'âge. On a eu, quand on était étudiant, moi je suis un peu plus vieille que vous, mais les étudiants, généralement, ils ont dans leur définition une lymphopénie, c'est quand le taux de lymphocytes est inférieur à 1500. Ben non, le taux de la lymphopiénie, la définition de la lymphopénie est différente en fonction de l'âge. Un nourrisson de 2 ans, un taux de lymphocytes à 2000, il est déjà en lymphopénie. Donc, il faut interpréter en fonction de l'âge et en valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les plans? Si on regarde les lymphocytes, on pourrait avoir une lymphopénie, mais aussi on peut avoir des lymphocytes normales. Parce que, donc déjà une lymphopénie, quand on a une lymphopénie, c'est souvent une anomalie des lymphocytes T. Parce que les T, parmi les lymphocytes totaux, représentent 75 à 80% des lymphocytes. Donc, souvent, les T, la lymphopénie B isolée ne donne pas de lymphopénie totale. La lymphopénie NK ne donnera pas une lymphopénie globale. C'est surtout la lymphopénie T. Donc, quand on a une lymphopénie sur la numération, on pense à un déficit immunitaire combiné. Et quand c'est un nourrisson, on pense à un déficit immunitaire combiné sévère. Donc, la lymphopénie, c'est une anomalie des T. Mais l'absence de lymphopénie n'élimine pas une erreur de l'immunité, innée de l'immunité, y compris des SCID, parce que chez les nourrissons surtout, ils peuvent garder des lymphocytes de la maman. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis qu'on peut avoir des taux de lymphocytes normaux.
parce que l'enfant peut avoir des lymphocytes de la maman, c'est un chimérisme maternel, et donc il y a des moyens pour éliminer, pour les distinguer, pour distinguer ces lymphocytes, mais une lymphopénie n'élimine pas un déficit immunitaire primitif, et même pourrait, quand on a un contexte clinique évocateur, on pourrait même ne pas éliminer un SCID. Pour les neutrophiles, quand le patient a une anomalie des neutrophiles, on s'attend à avoir une neutropénie. Cliniquement, les infections sont plus manifestes quand un taux de polynucléaire qui est inférieur à 500 éléments par millimètre cube. Quand la neutropénie est profonde, c'est en faveur de la neutropénie congénitale sévère ou la maladie de Costman. Des fois, le patient a des neutropénies qui sont, des fois, il a un taux de neutrophile normal, des fois, il est bas, et donc, c'est des patients qui ont des neutropénies fluctuantes. Tous les 21 jours, il fait une neutropénie, et après, les polynucléaires neutrophiles sont normales. Et donc, ceci, c'est juste pour vous dire que un taux de polynucléaire neutrophile normal sur un examen n'élimine pas une anomalie des polynucléaires. Donc, n'élimine pas une neutropénie cyclique. Donc, on peut avoir une anomalie des polynucléaires tout en ayant un taux de polynucléaire neutrophile normal sur un examen. Et donc, c'est d'où l'intérêt, quand on a une suspicion de neutropénie cyclique, de faire une numération qu'on répète de manière hebdomadaire pendant 6 semaines. Après, ça, c'est extrêmement rare, des anomalies d'adhésion, de molécules d'adhésion leucocytaires, mais c'est des pathologies qui vont donner des hyperleucocytoses sur l'hémogramme. Après, il y a les lignées rouges, on peut avoir des anémies. L'anémie peut être soit d'origine inflammatoire, soit auto-immune, dans le cadre des cytopénies auto-immunes. Les plaquettes, on peut avoir des thrombopénies, là encore d'origine auto-immune, mais aussi il y a des pathologies qui sont associées à des anomalies de plaquettes. Donc ici, je voudrais juste insister sur le fait que pour les plaquettes, il faut demander au laboratoire certains marqueurs que les laboratoires ont et ne mettent pas forcément ou systématiquement sur leur compte rendu, comme le volume plaquettaire moyen. C'est un élément qui peut être très informatif pour vous. Et donc, quand on a un volume plaquettaire moyen qui est bas, on a de petites plaquettes avec une thrombopénie, on pourrait, dans un cadre d'infection à répétition, penser à un syndrome de Wickott-Aldrich. Et il y a certaines pathologies qui sont aussi associées à des déformations de plaquettes. Donc, s'il est des fois intéressant de demander un frottis pour le patient, on pourrait avoir des corps de Howard-Jolly qui sont présents dans le cadre des asplénies congénitales, des inclusions au niveau des blancs, comme dans le cadre du Shediaki-Gashi, et aussi des anomalies des plaquettes dans le cadre des certains déficits immunitaires combinés syndromiques. Donc c'est intéressant de voir aussi, de demander un frottis sanguin, mais avec des renseignements cliniques qui vont orienter les biologistes sur qu'est-ce qu'il doit rechercher. Après, nous allons passer, donc, dans le bilan de première intention, nous avons parlé de l'hémogramme, et après, il y a la production d'anticorps. La production d'anticorps, on peut l'évaluer par l'électrophorèse des protéines. Sur une électrophorèse des protéines, dans le cadre d'un déficit immunitaire, on regarde la zone des gamma. Donc, la zone des gamma, on cherche une hypogammaglobulinémie ou une agammaglobulinémie, comme l'a présenté le professeur Alaoui. Donc, chez des malades atteints de maladie de Breton, on a une agammaglobulinémie. L'électrophorèse, chose que très peu de laboratoires font, n'est pas souvent rendue en valeur en fonction de l'âge. Donc là encore, même pour une électrophorèse des protéines sériques, il faut avoir les valeurs en fonction de l'âge, et il y a des articles qui précisent ça dans la littérature. Ça, c'est un poster qui a été fait en collaboration avec Sebia au CHU de Clermont-Ferrand. Après, il y a un marqueur pour lequel il y a Dr Mehlaoui qui va présenter demain, qui est la globuline calculée. En tant que pays où on n'a pas la possibilité souvent de faire des dosages d'immunoglobulines, on pourrait faire un calcul des globulines. Dans les globulines, dans les protéines sériques, il y a l'albumine, et il y a une grande partie qu'on appelle les globulines, qui est composée majoritairement par les anticorps. C'était un marqueur qui était utilisé pour évaluer la fonction du foie. Mais depuis 2014, il y a des travaux qui ont essayé d'évaluer ce test comme test de dépistage des hypogammaglobulinémies. Et donc, le calcul, il est simple. On prend les protéines totales et on en déduit le taux d'albumine sérique. Et selon les travaux, apparemment, il a une sensibilité qui dépasse les 70% quand on prend un seuil de 18 grammes par litre. Donc, c'est
pour nous, en tant que pays on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est intéressant d'utiliser ce genre de test. Parce que sinon, si on passe au dosage des anticorps, vous savez que je ne sais pas dans les autres pays, mais chez nous, le dosage des immunoglobulines, entre une électrophorèse qui coûte 110 dirhams, un dosage des anticorps coûte aux alentours de 1000-1200 dirhams. Donc ça multiplie le coût pour le patient 10 fois. Le coût pour un dépistage, ça reste assez coûteux pour le patient. Mais le dosage des anticorps reste beaucoup plus sensible que les techniques dont on a parlé tout à l'heure. Et quand même, quand on a une électrophorèse avec une hypogammaglobulinémie ou un taux de globuline calculé qui est bas, quand même, il est intéressant de compléter par un dosage d'immunoglobuline. Donc, pour le dosage des anticorps, on dose des IgG, des IgA, des IgM et des IgE. Dans les IgE, on ne s'attend pas à une hypoimmunoglobulinémie E, parce que dans la valeur normale des IgE, le taux normal, c'est inférieur à 100 ou inférieur à 200 en fonction de l'âge. Donc, l'absence des IgE, c'est quelque chose de physiologique chez nous. Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est un taux d'IgE qui est très important. Donc, quand on a un taux d'IgE qui est très important, surtout avec des valeurs supérieures à 2000, on pourrait suspecter un déficit immunitaire primitif, surtout un syndrome hyper-IgE. Pour les autres taux d'anticorps, donc on pourrait soit avoir une agammaglobulinémie quand on a une absence d'anticorps, quand on n'a aucune immunoglobuline qui est produite. On peut avoir des déficits sélectifs. Par exemple, dans le déficit isolé en IgA, c'est des patients qui ne produisent pas d'IgA. Et il y a le syndrome hyper-IgM où des patients ne produisent que des IgM et ils sont incapables de produire les autres classes d'immunoglobulines. Une dernière, je voudrais souligner quelque chose, dernier point par rapport à ce dosage d'anticorps. Une hypogammaglobulinémie n'est pas présente seulement dans les défauts de la réponse humorale, même dans les combinés. Quand on a une anomalie du lymphocyte T, le B ne fonctionne pas correctement. Donc, une hypogammaglobulinémie, on la voit dans le défaut de l'immunité humorale, mais aussi dans le défaut de l'immunité cellulaire, qu'on appelle aussi le déficit immunitaire combiné. Et ces dosages d'immunoglobuline, c'est juste du quantitatif. Donc, on n'est pas, à travers ces dosages, nous n'apprécions pas, on n'apprécie pas la qualité de ces anticorps, mais juste une production, une quantité d'anticorps. Donc après, il y a les bilans de deuxième intention. Donc après avoir bien analysé ce bilan de première intention, on passe à un bilan de deuxième intention où on peut avoir des tests quantitatifs ou des tests qualitatifs. Donc pour les lymphocytes, on peut numérer les populations lymphocytaires comme on peut évaluer leur fonction par un test qu'on appelle le test de transformation lymphoblastique. Pour les polynucléaires, on les évalue à travers l'hémogramme et on peut évaluer leur fonction à travers des tests fonctionnels comme le DHR test ou le NBT test. Pour les anticorps, en plus des dosages d'immunoglobulines, on peut doser les sous-classes. Et pour la fonction des anticorps, on les évalue à travers les sérologies post-vaccinales. Et pour le complément, on peut doser les protéines, mais aussi on peut évaluer la fonction. Donc pour les sous-populations, généralement on analyse les taux des T, des B et des lymphocytes NK. Aussi, il y a d'autres marqueurs qui peuvent être demandés en fonction de l'orientation. Par exemple, chez nous, dans notre contexte marocain, on utilise et on complète systématiquement par une évaluation de l'expression de l'HLA-DR. Parce que nous avons eu des surprises de cas de SCID que nous avons après découvert a posteriori que c'était des défauts d'HLA classe 2. Et donc, si on suspecte une persistance des lymphocytes maternels, on peut chercher les lymphocytes mémoire et naïfs. En cas d'hyperleucocytose, il y a les molécules d'adhésion et j'en passe. Juste par rapport à nous, on est dans les pays africains, dans les pays subsahariens, mais même chez nous au Maroc, le Fonds mondial, nous avons à travers le Fonds mondial des numérations de CD4, CD8 qui sont disponibles à travers le programme de lutte contre le VIH. Et donc, même si on n'a pas même dans les structures où il n'y a pas les grands cytomètres, on peut déjà à travers le taux de CD4-8 avoir une orientation et diagnostiquer les déficits immunitaires combinés avec les moyens actuels. Pour les tests fonctionnels des lymphocytes T, donc c'est un test de prolifération, on va stimuler le lymphocyte et évaluer sa prolifération, soit à travers un mitogène qui est une molécule chimique qui, quand elle touche la membrane du lymphocyte, elle l'active, soit à travers des antigènes.
Et donc, c'est un complément diagnostic des déficits immunitaires combinés. Il faut savoir que pour les antigènes, il faut avoir une mémoire. Donc, il faut que le patient ait au moins un contact dans les 2 ans précédents ou une vaccination avant de réaliser ce test. Pour les tests fonctionnels des polynucléaires, je vais donner l'exemple de la granulomatose septique chronique. Il y a 2 tests. Il y a le test cytométrie en flux et il y a le test NBT. Moi, je sais qu'au Maroc, on avait commencé par le NBT test avec Leïla et Baba, qui avait commencé le NBT parce qu'il ne nécessite pas des équipements lourds. Dans les deux cas, c'est une phagocytose d'un lipopolysaccharide d'Escherichia coli qui, avec une molécule comme ici la NBT, quand le nitrobleu de tétrazolium, quand le phagocyte commence son processus de microbicidie et c'est la fonction d'explosion oxydative, le NBT il est réduit et on a un virage de coloration. Donc ici vous avez le témoin avec son virage de coloration, le patient il n'y a pas de coloration du cytoplasme des polynucléaires, et ici vous avez la vectrice qui est la porteuse qui a 50% des polynucléaires normales et 50% des polynucléaires pathologiques, qui elle a eu un virage sur certains et d'autres ne sont pas colorés. Le test ODHR, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'éliminer, d'avoir une coloration, on a une fluorescence qui est émise. Et donc là, on a de la dihydrorhodamine. Donc là, c'est une population de cellules qui n'est pas stimulée. Et quand elle va être stimulée, il y aura un déplacement de cellules, donc une libération de la fluorescence. En bas, vous avez un patient. Et donc, il n'y a pas de libération de la fluorescence. Donc, c'est un patient qui a une granulomatose septique chronique. Et au milieu, vous avez un témoin avec 2 populations. Une population fonctionnelle qui est positive et une population négative. Donc, l'avantage du DHR, c'est qu'il est plus sensible. Il donne de la quantification de cellules normales et il n'est pas opérateur dépendant. Parce qu'avant, il y a la lecture, il y a l'œil de l'opérateur qui intervient. Après, il y a le dosage des sous-classes des immunoglobulines. Et pour la fonction des anticorps, on peut évaluer la réponse vaccinale. Pour évaluer la réponse vaccinale, si on veut évaluer la réponse antiprotéique, on utilise le vaccin antitétanique et on évalue et on dose des anticorps antitétanos. Pour les anticorps antipolysaccharidiques, c'est le vaccin du pneumocoque, mais non conjugué. C'est le vaccin polysaccharidique. Pour le complément, il y a le CH50 et la P50 qui sont des paramètres fonctionnels. Donc pour la stratégie d'exploration, je vous invite à voir l'article de professeur Admou qui est très intéressant, qui reste quand même d'actualité et qui vous donnera plus d'informations par rapport à cette stratégie. Donc en conclusion, la démarche diagnostique doit être rigoureuse, simple. Elle repose sur la clinique, sur l'interrogatoire, sur l'examen de bilan de première intention. Il faut bien analyser ce que nous avons au départ pour après orienter le bilan de deuxième intention et ne pas alourdir les frais ou bloquer ou être mal orienté dans ce bilan de deuxième intention. Un bilan biologique normal n'élimine pas un déficit immunitaire, surtout si la clinique est très évocatrice. Et dans certaines situations complexes, il est important de voir... Pardon. Il est important d'avoir l'avis des experts et surtout quand on veut faire une caractérisation moléculaire et génétique, c'est très important d'être orienté par une équipe qui a de l'expérience. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bakouri, pour cette brillante présentation qui a fait le tour un peu d'un point de vue pratico-pratique pour aborder justement l'exploration biologique et immunobiologique des déficits immunitaires. Donc je cède la parole à ma collègue, prochain orateur ou oratrice. Merci, Monsieur Admou. Donc, après cette brillante communication de Madame Bakouri, alors on va accueillir notre chère amie, Madame Hindou Démé du Sénégal. C'est une pédiatre, professeure d'université, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, membre du comité de pédiatrie de Dakar de l'université, experte en drépano, et aussi chef d'unité d'enseignement hémato-onco et pathologie immunitaire et spécialiste ou responsable de suivi des enfants connus porteurs de déficit immunitaire primitif. Elle va nous présenter des cas cliniques pratiques pour un petit peu discuter comment appliquer ce qu'on vient de voir, comment reconnaître un déficit immunitaire et aussi comment explorer.
Merci, Madame Hindou, de respecter le temps. Merci. Merci, Madame la Présidente de session. Chers maîtres, chers collègues, chers congressistes, permettez-moi avant de commencer de remercier vraiment le comité d'organisation et à la tête de notre maître, vraiment, le professeur Bousfiha, de nous avoir invités à cette importante rencontre scientifique et de nous avoir aidés à nous initier à la prise en charge des déficits immunitaires primitifs. Tout ce que nous allons dire ici, nous devons en partie les connaissances et la pratique au professeur Bousfiha, à son équipe et l'ensemble des membres de l'ASID. Nous vous en sommes reconnaissantes et vous remercions infiniment. Il m'a été demandé de présenter des vignettes de déficit immunitaire primitif. J'ai pris l'option de présenter ce que nous avons au niveau de notre expérience personnelle à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar. Nous savons tous que ces déficits immunitaires primitifs sont des affections rares, mais qui sont sous-diagnostiquées. Peut-être il y a plus de cas parce que nous n'avons pas beaucoup de données, surtout en Afrique. Dans les pays développés, le problème ne se pose pas. Il y aurait plus de 400 maladies avec beaucoup de gènes identifiés surtout ces dernières années. Cependant, l'Afrique subsaharienne reste encore un peu à la traîne. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits vraiment à l'aide de l'ASID et de notre maître professeur Bousfiha que nous cessons de remercier. Et cette ASID contribue énormément à la formation des praticiens, au partage de bonnes pratiques permettant de suspecter des cas cliniques, comme l'a dit le professeur Bakouri, d'avoir des orientations biologiques et parfois, si on a la possibilité, de confirmer sur le plan génétique. Donc l'équipe du Maroc vraiment est pionnière dans cette approche et nous les en remercions. Mais l'Afrique de l'Ouest fait également beaucoup d'efforts. Je vois que le Gabon est représenté, la Côte d'Ivoire. Vraiment merci vraiment au comité d'organisation et à l'ASID. Alors, le diagnostic de ces déficits immunitaires repose, nous le savons tous, sur un faisceau d'arguments anamnestiques, cliniques, paracliniques. Et la confirmation, elle est génétique. Mais nous savons qu'elle est un peu difficile, surtout dans nos pays en développement. La prise en charge, elle nécessite une collaboration multidisciplinaire entre les cliniciens, les biologistes, les immunologistes, les généticiens et tous les praticiens qui s'activent autour de la prise en charge de ces affections. Alors, l'histoire de ces déficits immunitaires au Sénégal elle est relativement récente. Elle date des années 2010, suite à une formation diplômante ou DU d'immunohématologie pédiatrique qui nous a permis de nous intéresser à ces affections. Et en 2014, nous avons eu un premier cas suspect de syndrome de Huskot-Aldrich que nous avons exploré. Ensuite, l'ASID, via le professeur Bousfiha, nous a invités à beaucoup d'ateliers à Project, à des congrès également de déficit immunitaire. Et, cerise sur le gâteau, l'Organisation ouest-africaine de l'enseignement supérieur a introduit l'enseignement des pathologies immunitaires dans la spécialité pédiatrique. Donc, en 4e année de DS de pédiatrie à Dakar, nous faisons l'enseignement sur les affections immunitaires et nous insistons particulièrement sur ces déficits immunitaires primitifs. Ce qui fait que toutes ces promotions qui sont sorties à partir de cette période-là suspectent les déficits immunitaires, les explorent et nous les envoient, ce qui nous fait quand même une petite cohorte de suivi depuis cette période-là. Je ne vais pas revenir sur ces congrès auxquels nous avons été invités, qui nous ont permis de nous former et d'aimer ces déficits immunitaires. Le premier congrès auquel nous avons été invités, c'était à Alger. Ensuite, il y avait Livingston, Dakar en 2019, Khartoum en ligne du fait et ce nous a permis, en 2014 et 2017, de répertorier une petite série. Sur 3 ans, nous avions 18 cas de déficit immunitaire, suspects, bien sûr, sur la base des arguments que notre maître professeur Maroufou a présentés, arguments cliniques, arguments paracliniques, sur la base des éléments que le professeur Bakouri également a présentés. Et c'est vraiment la confirmation génétique qui posait problème. Mais comme l'a dit le professeur Bakouri, encore une fois, lorsqu'on suspecte un déficit immunitaire primitif, c'est la clinique qui prime sur les autres examens complémentaires. Tant que la clinique est parlante, on peut être appelé à penser que c'est un déficit immunitaire primitif jusqu'à preuve du contraire. Et le fait de les prendre en charge sur le plan symptomatique contribue énormément à améliorer leur qualité de vie, mais également à améliorer leur confort de vie. Et étant donné que nous nous occupons d'enfants, du moins, cela permet à ces enfants d'aller à l'école, de se former et de comprendre plein de choses de leur maladie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé une consultation de suivi. Actuellement,
nous en sommes à plus d'une trentaine d'enfants, plus précisément 34. Il y a 2 enfants qui sont très suspects, que nous sommes en train d'explorer, mais dont nous n'avons pas encore les éléments pour parler de confirmation. Mais c'est très probablement des cas également de déficit immunitaire primitif. Alors, si nous faisons une petite revue panoramique de ces affections que nous suivons chez les enfants à Dakar, il s'agit essentiellement de formes syndromiques et de formes non syndromiques du déficit immunitaire primitif. Le premier cas que nous avons eu à suivre, c'est un syndrome de Wiskott-Aldrich, qui a été longtemps suivi dans les consultations de pédiatrie générale et de dermatologie, du fait que les affections inaugurales sont souvent d'expression cutanée, et donc les enfants ont tendance à consulter en dermatologie. Et donc c'est le chef de service de la dermatologie qui nous l'avait référé pour la prise en charge d'une cytopénie qu'il avait constaté qu'elle était récurrente malgré les affections, les manifestations cutanées, qui n'étaient pas classiques dans une dermatose atopique isolée. Nous avons également eu dans notre cohorte à suivre des cas d'ataxie télangiectasie, mais c'est un cas familial avec 3 enfants d'une même fratrie, malheureusement qui sont tous décédés. Un cas de granulomatose septique chronique qui fera peut-être l'objet de discussion parce que c'était une suspicion de granulomatose septique chronique. Mais aux dernières nouvelles, il se pourrait que ce soit un redressement diagnostique de type syndrome hyper-IgE. Là, on va y revenir dans la présentation. Nous avons eu également des cas d'épidermodysplasie vériciforme, un cas de syndrome d'Evans, un syndrome suspect de syndrome hyper-IgM et beaucoup de cas de cytopénie et de syndrome lymphoprolifératif divers que nous sommes en train d'explorer. Alors, toutes ces explorations, toutes ces suspicions sont basées sur la clinique, l'anamnèse, mais également sur les arguments paracliniques avec le modèle de la Mondrey, le modèle de la Jeffrey Model Foundation, mais également les 10 commandements de l'Association marocaine des déficits immunitaires primitifs. Et là, également, lorsque nous faisons les formations, que ce soit la théorie au cours des enseignements, mais la pratique également au cours des visites, c'est ce que nous utilisons avec l'application de phénotypiques sur App Store ou Play Store. Et cela nous aide énormément dans l'orientation. Je ne vais pas y revenir parce que la présentation a été faite par le professeur Maroufou et Mme Bakouri. Alors, notre objectif, c'est de partager vraiment ce suivi de ces déficits immunitaires, l'expérience d'Albert Royer, basée sur l'anamnèse, la clinique, la paraclinique. Encore une fois, nous faisons que du traitement symptomatique. Nous commençons par un cas de syndrome de Wiskott-Aldrich parce que c'était le premier cas que nous avons diagnostiqué. L'enfant avait 7 mois lorsqu'il venait en consultation, il est né en 2013 et il vient de fêter son 10e anniversaire. Et c'est le seul enfant vivant de sa fratrie. La mère a eu 2 enfants qui ont eu les mêmes symptômes et malheureusement qui sont décédés. Et cet enfant-là a présenté une infection néonatale tôt, ensuite une méningite à 7 mois, une pneumonie à l'âge de 3 mois. Donc, 3 mois, bon, c'était la pneumonie qui a précédé la méningite. Donc, vous comprenez déjà les infections répétées. Ensuite, à l'examen, il présentait des signes dermatologiques atypiques. Un eczéma qui était là récidivant malgré le traitement symptomatique, associé à ces infections, et des lésions de grattage parce que l'eczéma était très prurigineux. Et ces lésions de grattage saignaient énormément. Et ce saignement était en rapport avec une thrombopénie qui était la constante, qui était microcytaire. Et comme l'a dit le professeur Bakouri, cette thrombopénie microcytaire oriente vers le syndrome de Wiskott-Aldrich. Au cours de l'évolution, ce petit enfant actuellement âgé de 2 ans a été hospitalisé plusieurs fois pour des infections, des poussées d'eczéma, des thrombopénies avec hémorragie. Et actuellement, il est en train de faire une dilatation des bronches que l'on prend en charge sur le plan symptomatique avec la kinésithérapie respiratoire. Il fait souvent des surinfections que nous traitons, bactériennes, fongiques ou même virales. Et tout récemment, il nous a fait une varicelle maligne et heureusement, il s'en est bien sorti. Le deuxième cas, c'est un cas d'épidermodysplasie vériciforme qui nous a également été adressé par l'équipe de dermatologie sur la base de ces affections cutanées qui persistaient et qui étaient associées à des signes hématologiques, notamment une neutropénie. Et ici, c'est l'histologie qui nous avait permis de trouver des signes suspects d'épidermodysplasie vériciforme. Nous n'avons pas pu faire
la confirmation. Je rappelle que le cas de Wiskott-Aldrich a été confirmé sur le plan génétique avec une mutation qui a été découverte, mutation de Wiskott-Aldrich. Donc, le cas d'épidermodysplasie également évolue par poussée-rémission avec des infections récurrentes, mais également une dilatation des bronches qui s'est installée et qui fait également la même chose, complications, surinfection et hospitalisation multiple. Nous avons eu une famille qui a présenté 3 enfants avec ataxie télangiectasie. C'est la première, c'était une fille qui nous a permis de poser le diagnostic. Et cette fille, à l'époque, elle était âgée de 8 ans. C'était le premier enfant. Il y avait du moins une consanguinité de premier degré. Et c'était le 4e d'une fratrie de 6 enfants. Et au cours du suivi, il y a eu la naissance d'un autre enfant qui était le 3e, qui a également présenté la même chose. Et malheureusement, tous les 3 sont décédés. Et ce qui nous a orientés, c'est effectivement ces enfants qui avaient un retard ou une régression des acquisitions psychomotrices, qui faisaient des infections, qui faisaient également un retard de croissance latérale et des infections. Mais c'est surtout les télangiectasies qui étaient visibles au niveau des yeux, qui était vraiment l'élément qui avait fait penser à cette pathologie. Et cela a été orienté par cette lymphopénie dont parlait Mme Bakouri, mais également l'augmentation du taux de alpha-photoprotéine, qui est un marqueur quand même relativement sensible de cette affection. L'évolution était marquée par des poussées-rémission, malheureusement, des infections récidivantes, méningite, pneumocoque, et ces enfants, malheureusement, nous les avons tous perdus. Un cas de granulomatose septique chronique, suspicion initiale, parce que l'enfant présentait des adénites suppurées, que nous prenions vraiment comme adénites suppurées, mais quand on faisait l'histoire de la maladie, on s'est rendu compte que l'enfant faisait des infections très précocement, depuis l'âge de 6 mois, méningite, artère suppurée du genou, otite purulente récurrente, mais il n'y avait pas de notion de consanguinité. Et ces enfants, cette fille était prise comme porteuse de granulomatose septique chronique. Il était traité comme tel, symptomatique bien sûr, jusqu'au jour où il a eu un petit frère qui est actuellement âgé de 2 ans et qui présentait les mêmes symptômes. Et nous avons eu l'avantage de collaborer avec l'équipe de Imagine de Necker. Et lorsque nous avons fait un prélèvement génétique, il nous a été répondu qu'il se pourrait que ce soit un syndrome hyper-IgE. Et cela nous a permis de nous interroger sur l'hypothèse diagnostique initiale, parce que tous ces enfants présentaient des pus. Et le pus, quand on fait l'examen microbiologique, c'est le Staphylococcus aureus que nous avons trouvé. Et quand nous sommes revenus sur l'interrogatoire, parce que l'enfant n'habite pas à Dakar, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des lésions cutanées, parfois prurigineuses, qui faisaient un peu atopie. Et nous avons vu également qu'il y avait une hyperéosinophilie. Et là, actuellement, nous sommes en train d'explorer toute la famille pour voir. Et le cas de mutation STAP3 a été identifié avec l'équipe de Imagine. Il existe d'autres cas de déficit immunitaire primitif que nous avons suivis, dont nous n'avons pas les confirmations, mais l'évolution se fait toujours sur le même mode, poussée, rémission, poussée, rémission. Il faut savoir que la mortalité, elle est importante. Nous avons perdu beaucoup de cas. Tous les cas de SCID, déficit immunitaire combiné sévère, les neutropénies congénitales, malheureusement, ils sont tous décédés, ainsi que l'ataxie télangiectasie. La prise en charge, nous la faisons de façon symptomatique simplement, parce que nous n'avons pas la disponibilité des immunoglobulines et les autres thérapies curatives non plus, thérapie génique, greffe de moelle osseuse. C'est pourquoi nous leur faisons une antibioprophylaxie et nous discutons la vaccination au cas par cas, selon le contexte. Et donc, ces mesures anti-infectieuses associées aux mesures symptomatiques, thérapie transfusionnelle, nous n'avons pas non plus la possibilité d'irradier nos produits transfusionnels, mais nous faisons avec ce que nous pouvons et nous espérons un jour, puisque l'ASID a contribué à faire des diagnostics, peut-être un jour également, nous aurons accès à ces thérapies curatives. Nous avons vraiment de l'espoir. En conclusion, nous retenons que ce sont des affections sévères, ces déficits immunitaires primitifs, chez les enfants surtout. Il faut toujours une collaboration multidisciplinaire entre les cliniciens, les biologistes, les immunologistes et l'ensemble des acteurs de la pédiatrie pour arriver à un diagnostic. L'idéal, c'est de confirmer avec la génétique, mais si nous n'avons pas la possibilité de faire la génétique, encore une fois, restons des cliniciens, comme l'a dit Mme Bakouri. Je ne saurais terminer sans remercier vraiment l'équipe de déficit immunitaire primitif du Sénégal, avec à la tête le professeur Tandakha ici présent, qui nous a vraiment initiés, qui nous a fait aimer ces affections. Et nous avons travaillé avec beaucoup de collègues, des pédiatres, Dr Mam Aminata Diouf, Dr Amina Nakolima, Dr Mam Tene, Dr Awakan, Dr Mam Sokhna. Certains sont présents, d'autres ne sont pas là. Mais vraiment, nous les remercions du fond du cœur. Nous remercions également l'Association sénégalaise de lutte contre les déficits immunitaires qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux et qui est invitée également à cette importante rencontre. Je vous remercie de votre attention.
Merci Madame Indo et je vous félicite pour ces grands pas faits au Sénégal. Grâce à l'équipe que vous avez citée, grâce à M. Tandaha ici présent. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Madame Sidat qui va présenter l'orateur suivant. Salam alaikum, bonsoir. À mon tour, je ne saurais en fait présenter le prochain orateur sans remercier le professeur Bousfiha pour d'abord m'avoir invité, mais également pour tout ce qu'il fait en tant que pionnier dans ce domaine-là et pour booster en fait nous, subsahariens, à prendre en charge ces pathologies très difficiles. Donc, la prochaine oratrice est Madame Fatima Aylal, qui est professeure de pédiatrie, responsable du laboratoire d'immunologie, donc je suis en train de traduire en même temps de l'anglais, immunologie clinique à la faculté de médecine de Casablanca, qui est spécialisée des déficits immunitaires et qui est membre de plusieurs sociétés savantes. Elle va nous parler des bases du traitement de ces pathologies qui représentent en fait un grand défi pour nous. Merci beaucoup. Donc, Madame Aylal, s'il vous plaît. Merci, Madame Sidat. Alors, je vais commencer par remercier donc les orateurs qui ont précédé, qui nous ont permis de savoir comment d'abord faire le diagnostic, parce que c'est le diagnostic précis qui va être à l'origine d'une prise en charge adaptée. Voilà, donc les déficits immunitaires primitifs, actuellement c'est plus de 500 maladies qui sont bien étiquetées sur le plan génétique. Ça veut dire que le nombre de maladies, il faut multiplier 500 par 2 ou 3. Et chaque année, on découvre de nouvelles maladies. Donc, c'est des mutations du gène qui codent pour des protéines qui interviennent dans le système immunitaire et par conséquent, en fonction du gène qui est imité, en fonction de type de DIP, on va avoir un tableau clinique différent et bien sûr une prise en charge différente. De l'intérêt donc de cette présentation qui va nous permettre de parler essentiellement des bases de la prise en charge de ces pathologies. Le traitement, elle peut être symptomatique et parfois même curatif avec bien sûr la greffe de moelle osseuse qui a démarré en 1968 et même depuis 2000 la thérapie génique qui permet carrément de traiter de façon radicale quelques malades. Alors tout au long de cette présentation, je vais essayer de vous parler des différents bases de la prise en charge, notamment des traitements généraux. Je vais parler de la perfusion d'immunoglobulines. Je vais parler de la constitution du système immunitaire, de la thérapie génique et aussi d'autres traitements symptomatiques en fonction des signes cliniques que peut présenter le malade. Donc ça passe pas. Voilà. Alors les traitements généraux, je commence d'abord par le fait de faire attention à l'hygiène, faire attention à la contamination de ces enfants par des personnes qui sont malades, notamment quelqu'un qui présente une virose respiratoire, il va guérir au bout de 48 heures, mais il contamine un petit qui a un déficit intercombiné sévère, celui-là, il va faire une atteinte respiratoire difficile à traiter, qui peut même être à l'origine du décès de ce petit. Et aussi pour la varicelle, pour les malades qui ont un problème cellulaire. Les patients qui ont un déficit intercombiné sévère ou combiné, dans l'attente de la greffe de moelle osseuse, doivent être mis dans une bulle en attendant la greffe de moelle. Et dans cette bulle, il est possible d'avoir une croissance tout à fait normale. L'exemple que je donne ici, c'est l'enfant David en 1971 qui est mis dans une bulle dans l'attente d'avoir un donneur HLA identique pour faire une greffe de moelle. Donc, sous la projection du monde entier, on voit ici Jacqueline Kennedy qui
qui a pris une photo avec cet enfant. Malheureusement, il est décédé à l'âge de 12 ans après une greffe de moelle qui n'a pas réussi. Je vais parler aussi de l'importance de faire attention à la transfusion des produits sanguins dans le déficit immunitaire primitif, essentiellement chez les malades qui ont soit un déficit immunitaire combiné sévère ou un déficit immunitaire combiné. Si on leur donne du sang normal où il y a des lymphocytes, ils risquent de faire un GVH. Donc, c'est du sang qui doit être irradié, déleucocyté, phénotypé, sinon on risque d'avoir des complications de la transfusion sanguine. J'insiste aussi sur le fait que ces malades-là, on doit faire attention au traitement des infections. C'est pas un malade chez qui on peut dire à la maman, s'il y a de la fièvre, il faut attendre 24 heures, 48 heures pour qu'elle consulte. Ce sont des malades qui risquent de se compliquer rapidement. Et on dit toujours, le type d'infection oriente vers le type de DIP, et le type de DIP nous oriente vers, si vous voulez, le micro-organisme qui peut donner cette infection. Et par conséquent, on doit avoir, en fonction de type de DIP, un traitement, si vous voulez, qu'on peut commencer dans l'attente d'avoir une confirmation microbiologique. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que un malade, par exemple, qui a une agamaglobulinémie, soit c'est un problème d'agama avec BA0 ou un déficit combiné, chez qui aussi on a des hypogamas, des agamas, le fait de donner seulement l'antibiothérapie, on ne fait pas une perfusion d'immunoglobuline, on risque de perdre ces malades. Donc, c'est vraiment une perfusion qui est urgente en plus de l'antibiothérapie à large spectre. Ces diapositives nous montrent, en fonction du type de DIP, la possibilité des infections qu'on peut voir. Un déficit en anticorps, on vient de voir avec Madame El Bakouri, c'est essentiellement les germes à multiplication extracellulaire, c'est des infections ARL ou respiratoires, notamment le pneumocoque, l'hémophilus, le pseudomonas. Un problème donc de lymphocytes tels des combinés sévères ou combinés, c'est essentiellement les germes opportunistes, notamment l'infection à CMV, pneumocystis jirovecii, les infections à candida. Le problème de phagocytes et la granulomatocyte chronique dans laquelle on a la bactéricide que nous ne pas, ce sont des enfants qui font essentiellement des infections à piogènes, notamment le staphylocoque, le piocyannique, le serratia et surtout l'aspergillus. Il n'y a pas 1000 DIP qui va donner l'aspergillus. Je peux vous dire, la granulomatocyte chronique au premier plan est presque 60% de ces malades pour faire, si vous voulez, une infection aspergillaire une fois dans leur vie, s'ils n'ont pas mis, bien sûr, ce prophylaxie par l'itraconazole. Donc, si on a un malade qui a une granulomatocyte chronique et qui a un abcès pulmonaire, une pneumopathie, attention à l'aspergillose. Alors, ces diapositives montrent ce cas clinique. C'est un nourrisson âgé de 3 mois, hospitalisé en réanimation pour cette atteinte bilatérale, 2 pommeaux blancs. Alors, en réanimation pédiatrique, qu'est-ce qu'on a fait pour ce nourrisson? On l'a mis sur vancomycine, sur triaxone, sans quinolone, sans aucune amélioration, toujours dépendant de l'oxygène. Il avait une lymphopénie à 500. Il suffit tout simplement de démarrer trimotoprim, sulfamethoxazole à forte dose pour traiter son nourrisson. Il allait mourir si on n'avait pas fait le diagnostic d'un déficit immunitaire combiné sévère avec la pneumopathie interstitielle orientant vers une infection à pneumocystis jirovecii ou à CMV. Donc, il est traité par cycloviral et par Bactrim forte dose avec une très bonne évolution. Par la suite, il est parti en Italie, il a fait sa greffe de moelle et il va très bien maintenant. Alors, le traitement prophylactique. Le traitement prophylactique, c'est essentiellement en fonction de type de DIP. Il peut s'agir d'un antibiotique, il peut s'agir d'un antifongique ou bien carrément d'un traitement antiviral, notamment dans les herpès récidivants, le cycloviral. Et je présente ce tableau. En fonction de type de DIP, un déficit en anticorps ou un déficit combiné, on va donner le trimotoprim à la dose de 25 mg par kilo par jour, 1 jour sur 2. Si on a une granulomatocyte chronique, c'est tous les jours cet antibiotique.
en plus de l'itraconazole pour ne pas avoir des infections à aspergillus. Un malade qui a déjà une dilatation de branche, on peut donner comme prophylaxie l'azithromycine, qui a un effet antibactérien et aussi anti-inflammatoire. La dose, c'est 5 mg par kilo, 3 jours par semaine, sans dépasser 250 mg par jour. La candidose, qui est une mycose chronique avec la susceptibilité à faire essentiellement les infections à candida, les malades qui font des candidoses à répétition persistante, ils peuvent être mis sous fluconazole, 3 mg par kilo par jour. Et les asplénies, on peut les traiter par la PNG à la dose de 50 000 unités internationales si le poids dépasse 10 kg. 100 000 unités internationales, c'est le poids est moins de 10 kg sans dépasser 2 millions par jour. Alors, je passe maintenant à la vaccination. Bien sûr, c'est en fonction de type de DIP qu'on propose soit d'éviter certains vaccins, soit parfois de recommander des vaccins. Alors, un problème d'anticorps ou de lymphocytes, il ne faut pas donner bien sûr les vaccins vivants. On peut même préconiser certains vaccins, notamment chez les malades qui ont des déficiences humorales, notamment les vaccins anti-pneumocoques. Et il faut savoir aussi que l'efficacité de ce vaccin peut poser problème. Un malade qui a une gamma-globulinémie, même s'il est vacciné, on peut ne pas avoir, si vous voulez, une réponse. Alors, pour les différents compléments, il n'y a pas de contre-indication. Par conséquent, il faut les protéger contre les infections à méningo par une vaccination anti-méningo. Le problème de la phagocytose et la granulomatose septique chronique, ils peuvent, si vous voulez être vacciné contre les vaccins viraux, il n'y a pas de problème. Les bactériens, non. Le vaccin contre le BCG peut donner des BCG parfois sévères chez les malades qui ont une granulomatose septique chronique liée à l'X. Et il faut insister sur le fait, surtout pour la vaccination, il faut vacciner l'entourage contre la grippe, contre la varicelle, pour éviter de contaminer ces enfants qui ont un déficit immunitaire. Alors, pour la perfusion en immunoglobuline, soit qu'on a les immunoglobulines intraveineux, donc c'est les plus utilisés, ou par la voie sous-cutanée. La différence, c'est quoi? Intraveineux, c'est toutes les 3 à 4 semaines. Et les sous-cutanés, c'est la même dose par mois qui est divisée par 4, 25% de la dose chaque semaine. Les indications, c'est bien sûr le déficit en anticorps, les déficits immunitaires combinés avant ou après la greffe de moelle. Parfois, il y a des malades qui sont greffés qui peuvent garder un défaut d'anticorps. Et pour les autres déficits immunitaires, notamment le Viscotaldrache, le Dijorge, le syndrome périgeux, c'est en fonction de la clinique, c'est en fonction du taux des IgG et c'est en fonction aussi de la réponse de ces infections sous prophylaxie par trimethoprim, sulfaméthoxazole qu'on peut proposer à la perfusion d'immunoglobulines. Donc, on a dit pour le déficit anticorps, il est bénéfique, cette perfusion est bénéfique dans les gamma, dans le sanitaire commun variable, dans le syndrome PRIGM, probable efficacité essentiellement dans le déficit J2 et J3, aucune efficacité, voire même dangereux, si on perfuse un malade qui a un déficit IgA, et aussi dans le déficit en IgG4, il n'y a aucune indication à donner les immunoglobulines. Donc, comment on fait? C'est toutes les 3 à 4 semaines. On commence le plus souvent par une dose de charge. Si vous avez un malade qui a IgG à 0, cette dose de charge peut même arriver à 1 gramme par kilo. Si vous avez un malade qui a un déficit immunitaire commun variable avec IgG à 3 grammes, on peut donner une dose de charge, par exemple, de 0,7. Ça dépend donc du type de DIP et du taux des IgG. Si on a un malade qui a des dilatations de branches, on a besoin d'IgG résiduels qui sont, si vous voulez, qui dépassent 8 grammes pour améliorer ces malades. Si on a un malade qui a un déficit immunitaire commun variable, mais asymptomatique sur le plan infectieux, il fait surtout de l'auto-immunité ou parfois de lymphoprolifération, la supplémentation en immunoglobuline est indiquée, c'est le taux est moins de 3,5. Donc, vous voyez très bien que l'indication, la posologie, tout ça, ça dépend du type de DIP et ça dépend du taux d'IgG. Les effets secondaires, ils sont vraiment minimes, ça ne dépasse pas 6%. Ils sont sous forme de fébricules, de céphalées, de myalgie parfois, et ces effets secondaires, ils sont proportionnels au début de la perfusion. Donc, il faut vraiment respecter le début de la perfusion d'immunoglobulines pour éviter à ces malades de faire des effets secondaires.
Parce qu'un malade qui est perfusé, s'il fait 10 frissons de la fièvre, on est obligé d'arrêter la perfusion et c'est pas bien pour lui. Donc, respectez le débit pour ne pas arriver à avoir les effets secondaires. Alors, la voie sous-cutanée, c'est une fois par semaine. Et l'intérêt de la voie sous-cutanée par rapport à la voie intraveineuse, c'est que c'est une fois par semaine et par conséquent, on va avoir un taux d'IgG qui est stable pendant tout le mois. Par contre, la perfusion d'immunoglobulines, une fois, si vous voulez, l'intraveineuse, à la fin du mois, on peut avoir une diminution du taux d'IgG et le malade il peut nous rapporter que lorsque la prochaine perfusion s'approche, il va avoir parfois des infections. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode poche, il y a la méthode par... voilà, poche, ça veut dire c'est manuel. C'est le malade qui va faire, si vous voulez, l'injection. Et l'autre en utilisant une pompe. Et je vais dire aussi un mot sur le traitement par les immunoglobulines à la maison qui va faciliter, si vous voulez, le traitement de ces malades pour ne pas être tout le temps à l'hôpital, soit la forme intraveineuse, soit la forme sous-cutanée. Bien sûr, après 6 mois à l'hôpital, chez des malades qui n'ont pas d'effets secondaires et un adulte à côté pour la surveillance. L'efficacité, normalement, ils sont efficaces dans les agamins avec BA0. Les malades qui ont un déficit commun variable, le PRGM, étant donné que le tableau clinique, c'est pas seulement l'infection, c'est aussi de l'auto-immunité et de l'inflammation. On peut avoir des malades qui restent symptomatiques et parfois on aura besoin d'autres traitements, notamment les immunosuppresseurs pour améliorer ces malades. Alors, je passe maintenant au traitement qui va faire une reconstitution du système immunitaire, notamment la greffe de moelle, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est indiquée dans les déficits combinés sévères, combinés, le HLH, la granulomatocyte chronique, les formes liées à l'X qui sont très symptomatiques, et lorsque le malade garde des symptômes malgré la prophylaxie, et la greffe de moelle, il est bien sûr de bons pronostics, avec meilleurs résultats lorsqu'on a un HLA identique dans la fratrie, lorsqu'il s'agit d'un déficit immunitaire combiné sévère, lorsque la greffe est faite avant l'âge de 3 mois, avant que le malade ait d'infection, avant qu'il arrive au stade de dénutrition, de malnutrition sévère et d'infection opportuniste, la réussite de cette greffe, elle dépasse parfois 97% lorsque, si vous voulez, ces critères sont observés chez le malade. Alors, il y a transplantation de thymus qui est indiquée dans le syndrome de DiGeorge. C'est un fragment de thymus qu'on prend normalement lors de la chirurgie cardiaque et qu'on greffe au niveau des deltoïdes. La réussite, c'est 70%. Il y a aussi un risque d'avoir des complications comme l'auto-immunité. Alors, la thérapie génique. Alors, la première maladie dans laquelle on a fait la thérapie génique, c'est déficit immunitaire primitif et c'est le déficit immunitaire combiné sévère. C'est à Paris par Alain Fischer, c'était en 2000. Et par la suite, il y a des malades qui ont eu des complications comme des leucémies. On a changé le vecteur, donc le virus. Et c'est en 2009 qu'on a conclu au fait que la confirmation, si vous voulez, de l'efficacité de la thérapie génique pour le traitement des déficits immunitaires combinés sévères. Il y a aussi des travaux qui sont faits, des essais cliniques dans la granulomatocyte chronique et dans d'autres déficits immunitaires primitifs. Donc voilà, donc on prend donc les CD34 du malade, on va mettre, si vous voulez, l'ADN à un vecteur qui est un virus, et après on va faire une transfusion, si vous voulez, de ces cellules au malade et il est guéri. Alors, autre traitement, il y a certaines substitutions enzymatiques, notamment POG-ADA, c'est dans le déficit immunitaire combiné sévère avec déficit en ADA. On donne cette enzyme qui coûte très cher, on a dans l'attente d'avoir, si vous voulez, un traitement radical par la greffe de moelle osseuse. Dans la neutropénie congénitale sévère, ce sont des petits nourrissons qui sont traités par le facteur de croissance des granulocytes. Donc, il faut pas traiter tous les malades parce qu'il y a un risque d'avoir des complications comme la myélodysplasie ou la leucémie. Et lorsqu'on a besoin de taux qui sont très élevés, il vaut mieux faire une greffe de moelle chez ces malades. D'autres traitements, les immunosuppresseurs, notamment la corticothérapie, parfois dans les anémies auto-immunes, parfois les antilymphocytes B pour traiter les anémies qui sont
si vous voulez, cytopénie réfractaire, la cyclosporine de l'HLH, sérolimus essentiellement dans l'ALPS. Parfois, on a besoin d'autres traitements dans les complications pulmonaires d'origine, si vous voulez, granulomatose inflammatoire, compliquant essentiellement les dismuteurs communs variables. Dernièrement, l'abatacept, donc c'est vraiment une biothérapie qui a donné de bons résultats dans les déficits en LRBA et en CTL4. Alors, en conclusion, il est très important d'insister sur la prise en charge de ces malades qui passent avant tout par un bon diagnostic, par, si vous voulez, des sociétés, des associations qui vont permettre à ces malades d'avoir des traitements qui ne sont pas parfois disponibles. On a vu la présentation de Indo, donc les malades, l'évolution est le plus souvent fatale en absence d'une bonne prise en charge, en absence de disponibilité d'immunoglobuline, en absence de développement de la greffe de moelle osseuse. Donc voilà, c'est tous ces traitements-là qui vont permettre de sauver ces malades et d'améliorer leur qualité de vie. Et je vous remercie. Merci, Madame le professeur Aylel, de la qualité de votre exposé. Donc, après avoir vu la clinique, les explorations, les cas cliniques de notre ami, donc, et les différents thérapeutiques qu'on peut utiliser, à savoir l'antibioprophylaxie, la vaccination, l'utilisation des immunoglobulines et surtout le traitement curatif, la greffe de moelle osseuse et la thérapie génique. Donc, je remercie tous les orateurs. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? Est-ce que Madame le professeur Mimbela, il est toujours avec nous en direct? S'il a des commentaires ou bien des questions, il peut les poser maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Madame Bakourni. Par rapport à ce qu'a présenté Madame tout à l'heure, parce qu'elle avait beaucoup insisté sur la perfusion d'immunoglobulines et nous sommes à la journée mondiale du don de sang. Et donc, c'est des anticorps que nous, on ne produit pas, on ne fabrique pas. C'est des anticorps qui proviennent de donneurs de sang. Donc, il faut donner son sang pour en avoir et nos patients en ont besoin. C'est tout. Merci. Effectivement, toujours, on a toujours ce problème-là, soit dans le cadre de chercher ces immunoglobulines-là, mais aussi dans la transfusion pour les autres malades thalassémiques et drépanocytaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà, mais c'est juste pour vraiment remercier tout le monde, surtout le professeur Boussira et et toute son équipe, Leïla, d'avoir organisé ces ASIT qui nous tient vraiment à cœur. C'est des patients qui sont assez particuliers, qu'on ne détecte pas beaucoup dans la région sud-africaine, au-dessus du Sahara, sous le Sahara, comme on dit. Et on perd beaucoup de patients. On en perd beaucoup et ça fait très mal. On a une association, mais évidemment, à chaque fois, on compte le nombre de personnes qu'on perd. Et c'est pourquoi ces genres de conférences, c'est très important parce que ça permet toujours de réactualiser tout et de montrer aux gens-là que vraiment, on en a besoin. On a besoin vraiment d'être toujours au bon niveau de compréhension et surtout pour pouvoir expliquer tout cela au public. Des fois, c'est très compliqué, mais les présentations étaient tellement claires que même quelqu'un qui n'est pas initié est capable vraiment de comprendre. Vraiment, merci beaucoup pour l'ensemble des présentations. J'avais juste une inquiétude, c'est par rapport au traitement. C'est vrai que le traitement, je vois tout de suite que les immunoglobulines sont beaucoup plus accessibles dans la partie nord de l'Afrique plutôt que dans la partie sud. Est-ce que Fatima, tu as une explication sur ça? Parce que nous, on ne voit pas les immunoglobulines. Donc, les fournisseurs ne viennent pas chez nous et c'est un véritable problème pour nos patients et c'est le minimum quand même qu'on doit avoir. Vraiment, c'est quelque chose que... Et pour la vaccination aussi, j'avais remarqué qu'évidemment, il y a des vaccins vivants qui posaient beaucoup de problèmes, mais j'avoue que les vaccins vivants sont de moins en moins utilisés. Et ça, quand même, c'est très intéressant, en dehors du BCG. Mais donc, il y a même le BCG, d'ailleurs, il y a un nouveau vaccin qui est en train d'être expérimenté. Également pour la polio aussi, il y a également la polio, la nouvelle polio orale, également qui donne moins de mutations et moins de problèmes. Et je crois que sur ce plan-là, évidemment, on a moins de soucis. Mais qu'en est-il exactement par rapport à la greffe? Est-ce que vous greffez toujours au Maroc?
Donc, Merci beaucoup. donc, pour la première question, je donne la parole. La deuxième question, la parole, donc, c'est Madame Eilel. Donc, Madame Eilel, elle va répondre à la première ou bien à la deuxième question, puis après, on donnera à Monsieur le professeur Bosfiha. Bien, alors, concernant les vaccins vivants atténués, il y a encore des vaccins, le BCG, il y a la rébiole, la rougeole, la polio orale, hein, les malades qui ont un SCID, qui ont eu la polio orale, ils vont avoir une diarrhée qui ne va pas guérir. Ils posent même un risque de disséminer le virus de la polio dans l'environnement. Alors, pour les immunoglobulines, c'est vraiment un grand travail qu'on a fait au Maroc pour avoir les immunoglobulines. C'est d'abord l'association qui prend en charge le malade, qui achète le traitement pour les malades au début. Maintenant, c'est le ministère de la Santé, vraiment, le grand travail qui est fait par l'association Raja, présidée par monsieur le professeur Bosfiha, un grand travail qui est fait pour avoir actuellement les immunoglobulines à l'hôpital pour les malades qui ont des cimetières primitifs. Alors, je vous laisse la réponse pour la greffe. D'abord, pour les immunoglobulines, mon cher Tandakha, c'est les malades qui appellent les immunoglobulines. Il faut faire les diagnostics. Il faut faire le diagnostic et puis la deuxième étape, c'est ce que vous avez fait, l'association. Il faut faire la pression. Il faut même aller jusqu'à la greffe de la faim pour avoir ces immunoglobulines. Bien, pour la greffe, depuis le premier cas qui a été fait par le Stade Ben Hussein en 2010 avec Madame Eilel, sous la direction de M. Ben Chkouron et toute l'équipe, nous continuons de faire des greffes régulièrement, mais il faut rendre hommage à M. le professeur Harif, Mohamed Harif, que vous connaissez tous, le grand hématopédiatre. Et là, lui, il était au CHU de Gaza, CHU de Marrakech et Tanger, et là où il va, et ici dans cet hôpital Cheikh Khalifa, là où il va, il initie et il fait. Donc nous avons 3 ou 4 sites où on peut faire la greffe, l'azalogreffe de cellules souches avec de bons résultats. Merci. Professeur Sidet. Merci. Moi, j'ai une question et j'ai un petit commentaire, si vous le permettez. Alors, pour la question, lors d'une petite expérience au Moyen-Orient, vous savez, dans les pays du Moyen-Orient, il y a beaucoup de consanguinité et il y a énormément de déficits immunitaires et toutes les maladies génétiques. J'ai remarqué qu'ils faisaient dans les grands CHU et qu'ils appréciaient en fonction du taux de lymphocytes. Ils décidaient ou non de vacciner par le BCG. Et si ce taux de lymphocytes n'est pas correct, ils allaient plus loin. Donc, c'est en quelque sorte un dépistage systématique qui commence par cette numération au sein du cordon à la naissance. Alors, le commentaire, je reviens à ce que vient de dire notre confrère du Sénégal. Nous, en Mauritanie, en fait, on ne faisait rien en matière de déficit immunitaire. Et je pense que le professeur Bosfiha était le premier à attirer notre attention sur ça et nous avoir encouragés sur ce point-là. Lors de la première conférence de l'ASID en 2008, il m'a demandé de présenter les cas suspects. Je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Bosfiha. Et j'avais un peu honte parce que j'avais 4 cas, dont un seul qui était confirmé. Et les 3 autres étaient que des suspects. Et je pense qu'en 15 ans, on a fait beaucoup d'efforts en matière de sensibilisation des médecins pour les alerter sur l'importance du dépistage. Et je pense qu'il y a un effort qui a été fait pour le diagnostic. Et le grand défi actuellement, c'est le traitement en fait. Et donc, j'aimerais bien qu'on mène une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que la prise en charge thérapeutique de ces patients s'améliore sur le continent. Je sais que c'est une question un peu philosophique, mais peut-être au cours du congrès, on y répondra. Merci. Avant de répondre à votre question, je pense que Madame le professeur Mambela, il est avec nous. Peut-être elle veut intervenir. Donc, vous avez la parole, Madame Mambela. Du Gabon. Oui, il est du Gabon en direct, donc je sais. Est-ce qu'il est avec nous? Donc, est-ce qu'il veut intervenir? Voilà, donc il est là. Donc, on ne vous entend pas. Peut-être il faut allumer le son, donc, ou bien décrocher le. On ne vous entend pas, madame?
Donc, il faut activer le son et les désactiver, je pense. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. À vous la parole. Merci. Je voudrais à mon tour remercier Monsieur le professeur Bouslia et tout l'ensemble de la CID pour nous avoir permis d'être présents à cette réunion. Je voudrais également remercier tous les orateurs pour ces brillantes communications. Je voulais dire simplement que nous nous sommes reconnus. Nous avons bénéficié, nous, également d'une session assise en 2014 et nous partageons vraiment les problématiques qui ont été soulevées tour à tour par les intervenants, professeur Alao, professeur Demli, Madame Akoui. Donc, je voulais remercier la CID pour les incitations et tout ce qu'ils font pour nous encourager à nous occuper de ces enfants. Nous avons une petite population au Gabon, mais grâce à ces efforts, nous avons pu diagnostiquer 2 patients, un Wiskott Aldrich, et malheureusement, comme il a été dit tout à l'heure, le problème important qui se pose une fois qu'on les a diagnostiqués, c'est comment avoir accès à ces thérapeutiques, notamment aux immunoglobulines. Donc, je remercie encore une fois au nom de la Société gabonaise de pédiatrie, Monsieur Bousfia, de nous avoir permis d'être présents parmi vous. Et je crois que c'est la fin de mon intervention. Merci. Merci beaucoup, et Madame. Et bon congrès à tous. Merci beaucoup de votre intervention, Madame Mabella. Peut-être il y a une question ici. Bonjour tout le monde, c'est Dr Mamteningaï, dermatologue du Sénégal. Donc, j'ai juste quelques commentaires par rapport à ces belles présentations. D'abord, je remercie le comité d'organisation et scientifique, surtout le professeur Bousfiha, qui nous donne des enseignements tout le temps. Rien que discuter une seconde avec lui, c'est un grand enseignement au plus grand bénéfice des patients déficit immunitaire primitif. Donc, les 2 premières présentations que j'ai trouvées vraiment bien parce que ils ont insisté sur la clinique. C'est cette clinique qui reste très, très forte dans notre prise en charge, surtout en Afrique subsaharienne. On n'a pas tous les bilans immunologiques qui sont très disponibles et parfois, nous avons quand même beaucoup remarqué de patients qui ont quand même eu beaucoup de bilans immunologiques, un bilan immunologique de base, alors que c'est la génétique qui l'a confirmé avec les nouvelles collaborations qu'on a pu développer et qui ont été facilitées par le professeur Bousfiha et le professeur Tandara ici présents. Donc, juste pour insister un peu sur la présentation du professeur Hindou, que j'ai trouvé très intéressante aussi, des malades qui transitent entre les services. En discutant un peu avec l'équipe du professeur Bousfiha, on a eu une petite expérience sur le syndrome d'hyper-IgE et actuellement en dermatologie, on en suit une cohorte de 38 patients. Et le diagnostic a été facilité par le score de la National Institute of Health. Il y a des similitudes entre les infections, la dermatite atopique, mais en utilisant ce score, on peut individualiser les patients hyper-IgE, mais bien sûr, c'est la génétique qui reste le dernier mot. Donc, actuellement, le diagnostic est relativement facile parce qu'on a eu beaucoup de formations sur ça. Le problème entier reste le traitement. Comme professeur Tandara l'a dit, le véritable plaidoyer actuellement, c'est la disponibilité des immunoglobulines. Merci. Merci, madame. Donc, pour être dans le temps, je donne un dernier commentaire pour mon ami le professeur. Donc, Admo, avant de clôturer ça. Juste un petit récap un petit peu de ce qui a été dit tout à l'heure dans les présentations. On a compris que la clinique il a une importance capitale pour amorcer l'exploration biologique. Et à travers l'expérience du laboratoire, il faut à ce que dans le cadre d'un dialogue clinico-biologique, il faut veiller à ce que toute anomalie biologique soit contrôlée. Je pense que c'est le réflexe qu'on a, les biologistes qui sont sensibilisés à ce qu'ils contrôlent les lymphopénies ou bien qu'ils soient soi-disant isolés ou associés, ou toute anomalie biologique en tout cas. Deuxièmement, ne pas abandonner un bilan biologique normal devant un contexte clinique évocateur. Donc, il faut justement harceler un peu le biologiste pour refaire des bilans biologiques à la suite et puis ne pas abandonner
soi-disant des situations qui sont suspicieuses ou la suspecte de déficit immunitaire de façon générale. Mon deuxième commentaire, c'est qu'on a besoin, on est au sein d'un congrès africain, on a besoin un petit peu d'établir une sorte de recommandation qui vont dans le sens d'avoir deux types de panels. Un panel, on va dire, biologique à notre niveau, standardiser un petit peu sur le strict minimum de bilan biologique qu'on peut implémenter partout. Ça, d'un côté. Avec ça, il faut aussi, si je peux l'appeler comme ainsi, un panel de référents composé de, soi-disant, de différents spécialistes, etc., y compris la biologie. Ce panel-là doit pouvoir, en concertation avec l'initiat, facilement faciliter le diagnostic. C'est des choses voilà, qui me viennent à l'esprit. Il y aura une session de biologie le vendredi prochain qui va traiter un petit peu dans le détail, un peu les aspects biologiques proprement parler. Et je finirai par un petit quelque chose qu'a lancé tout à l'heure le professeur Bakouri. Il n'y a pas que les époux, il y a aussi les épères. Il y a les péri-GD, il y a les péri-GE, il y a même bien sûr les péri-GM, il y a même les hyperlymphocytoses qu'on ne doit pas abandonner dans un contexte justement où il y a des cellules chimériques maternelles. Donc ça revient à dire la clinique d'abord et après, lorsqu'on est dans un dialogue entre des référents, des experts, on va certainement, comme a dit tout à l'heure le professeur Tandakha, on va récupérer, on va diagnostiquer le maximum de patients qui passent inaperçus et donc améliorer leur prise en charge du coup. Voilà, sur ce, je cède la parole à M. le Président. Merci, Monsieur les modérateurs, merci les orateurs, merci à l'assistance. Donc, la session est terminée. Il y a une pause café, après on poursuit notre congrès. Merci beaucoup.